Réflexion sur une nouvelle façon d'interpréter le code génomique du système de codage. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire aujourd'hui, mais c'est la même chose que la dernière fois. D'accord. Donc, bonjour à tous pour ceux qui ne connaissent encore pas. Le titre aujourd'hui, c'est en fait le mot trash. Vous préférez le français ou je parle en anglais? En français? Ça, vous n'aurez pas mon accent germanique en anglais. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les données massives que nous extrayons de culture, que ce soit des données d'ADN, d'ARN ou de protéomique, il y a une partie des données, une grande partie des données parfois, que nous mettons à la poubelle. Et là-dedans, on va trouver des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des artefacts ou des choses de ce style. Comment est-ce que ça marche? Ce que je viens de vous dire, c'est que, en fait, dans les données où nous extrayons tout l'ADN d'une cellule, c'est-à-dire ce que nous appelons, faisons la génomique, ou tout l'ARN, ou toutes les protéines, il y a beaucoup de données qui sont non assignées, non définies. L'exemple des données que j'ai ici pour la bactérie Prophylema whipplei, qui est l'agent de la maladie de Whipple, sur 1,2 million de fragments peptidiques, il y en a en fait un sixième environ qui correspondent à la traduction de gènes connus de Whipple. Sur les 900 gènes, il y a quelque chose comme environ 300 000 ou 400 000 fragments peptidiques, et une partie de ceux-là vont correspondre à ce que nous extrayons, mais il en reste environ 1 million qu'on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, il y en aura beaucoup qui sont des erreurs ou des mesures peu fiables. Mais quand vous prenez un exemple publié par un laboratoire ici à Marseille sur la transcriptomique du virus géant Mimivirus, ils ont mesuré, en fait, ils ont extrait tout l'ARN de ce virus juste avant l'infection, au moment de l'infection, 1h30 après, 3h après, 6h, etc. 12 heures après, c'est environ le moment où le virus quitte la cellule de l'amibe. Et ils ont mesuré le nombre, ici c'est un pourcentage d'ARN qui correspond à l'hôte, l'amibe, ça descend après l'infection, qui correspond à la mitochondrie de l'amibe, qui correspond au virus. C'est-à-dire qu'après l'infection, il y a beaucoup d'ARN du virus qui est produit. Et ces ARN-là sont les ARN qui correspondent au génome du virus, le génome connu du virus. Et puis, il y a quelque chose qui varie de 2 à 10% des ARN extraits aux différentes périodes et qui sont des ARN qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et en fait, cette information-là, elle est ignorée, elle est à la poubelle. Et c'est ça, c'est en fait cette partie-là qui va m'intéresser au niveau de l'ADN, au niveau de l'ARN et parfois au niveau de la protéomique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, bon, quelque part entre 5 et 50% des données, qu'elles soient protéiques ou d'ARN ou d'ADN, on les met de côté. Elles sont simplement ignorées. Et c'est ça en fait le point. Donc, comment essayer de comprendre ces données? Je reviens aux sources. À partir de l'ADN, on fait de l'ARN. On peut annoter ça, c'est souvent des reviewers qui disent ça, de cette façon-là. La fonction de ACGT et ACGU,
c'est-à-dire c'est ça faire, pour un mathématicien, c'est comme ça qu'on écrit faire de l'ARN à partir de l'ADN. Une autre manière, c'est ce que moi je fais, c'est que A donne A, C donne C, G donne G et T donne U, c'est une manière de faire. Et donc, il y a, à partir de l'ADN, on fait de l'ARN, à partir de l'ARN, le ribosome et les ARN de transfert ont appelons ça une lecture, une traduction des codons, et de là, il va y avoir un peptide qui va se faire, et le passage d'ici au peptide se fait d'après cette table, qui est le tableau du code génétique. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ce tableau nous rappelle le tableau de Mendeleïev, donc le tableau chimique, physico-chimique des atomes, mais en fait, ça n'est pas une réalité du même type, en tous les cas, que ce tableau des atomes. Et c'est ça, au niveau psychologique, c'est en fait ça ce qui se passe. Donc, en fait, il va y avoir trois manières de lire les gènes, et qui suivent une manière, c'est de dire que la polymérisation de l'ADN ou de l'ARN systématiquement échange des nucléotides. Donc tous les A, par exemple, vont devenir des C et tous les C vont devenir des A. C'est ce qu'on appelle des échanges symétriques ou des échanges asymétriques. Tous les A sont changés par des C, tous les C par des G et tous les G par des A. Donc quelque chose de... Il n'y a que les T qui resteraient les mêmes. Donc si vous revenez ici en arrière, cette approche-ci serait quelque part ici, au niveau du passage de l'ADN à l'ARN ou du passage de l'ADN vers l'ADN pendant la réplication. Une autre approche, c'est de dire, bon, il y a un changement du code génétique, par exemple, il y a un ARN de transfert qui tout à coup est exprimé et reconnaît les stops. Et à ce moment-là, par exemple, ce stop-ci peut être lu, et donc il peut y avoir une expression de certaines protéines, ou fragments de protéines, qui ne correspondent pas à ce que nous pensons en considérant ce code génétique. Dans ce cas-ci, c'est le code génétique des mitochondries vertébrées, des vertébrés, qui n'est pas pris ici au hasard, vous allez comprendre. Et puis il y a autre chose, il y a ce que j'ai appelé des tétracodons, c'est-à-dire une lecture où les codons, qui normalement ont 3 nucléotides, on aurait un quatrième qui serait silencieux. Donc il y aurait une lecture, 4 nucléotides, puis encore 4 nucléotides, et où je considère que les 3 premiers nucléotides codent de façon normale. Par exemple, ATG, c'est la méthionine, et puis le quatrième, il est là, mais il ne code pas. Et donc le prochain acide aminé serait codé par les 4 prochains nucléotides après les 4 premiers. C'est ça le principe. Et donc, pour revenir en arrière, les deux deuxièmes possibilités se placent ici et la première quelque part ici. Donc ici, vous avez les différents échanges possibles, il y en a 23. Il y a 9 échanges symétriques, celui que j'ai déjà dit, A vers C et C vers A. Et vous avez aussi 14 échanges asymétriques. Et quand vous prenez ces 4 nucléotides, la transcription normale, par exemple, de ACGT, vous allez avoir ACGI, et les 3 premiers nucléotides codent pour la tréonine. Quand vous faites cette transformation-ci, vous n'aurez pas un ARN ACGU, mais CAGU, et ça coderait pour une glutamine, et ainsi de suite. Si vous prenez le génome mitochondrial humain et que vous lui faites une de ces transformations dans son entièreté, c'est-à-dire que 50% des nucléotides est changé, tous les A sont changés en C, tous les C sont changés en A, vous faites ça in silico, vous mettez ça dans BLAST, je pense que tout le monde sait ce que c'est BLAST, c'est-à-dire chercher des alignements dans GeneBank, et vous allez trouver des alignements, c'est-à-dire des ARN qui ont été mesurés, que les gens ne savaient pas à quoi ils correspondaient. Donc on revient, si vous voulez, à cette partie-ci, et donc ces ARN correspondent à 100%, 99% à cette séquence théorique échangiste du génome mitochondrial humain. J'ai fait ça pour les 23 types d'échanges et j'ai eu des chiffres différents
d'ARN qui avaient été mesurés. Dans certains cas, il y en avait 0, dans d'autres 5 ou 19, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a moins de types d'échanges symétriques, mais en tout, il donne plus d'ARN que ceci. Et c'est sûr que si vous prenez tous les ARN mitochondriaux humains dans GenBank, il y en a environ 10 000. Donc en gros, vous avez 1% des ARN dans GenBank qui sont, pour la mitochondrie humaine, qui sont échangistes. Qu'on prend, quand on fait un pool de tous ces ARN échangistes. Maintenant, si vous les placez sur le génome mitochondrial humain, vous avez les différents gènes qui sont indiqués ici en bleu ciel, le D-loop, donc ce qu'on appelle la région de contrôle, le gène ribosomal, les deux gènes ribosomaux, etc. Si vous placez les différents ARN, donc transcrits, détectés, échangistes, par exemple en violet ici, c'est l'échange entre A et C, et ainsi de suite. Vous allez voir, je n'ai pas d'explication pour ça, mais qu'il y a une certaine zone où il y a plus souvent ce genre de phénomène que d'autres zones. La même chose pour les 14 types d'échanges asymétriques. Vous aurez plus ou moins la même distribution, mais il y en a beaucoup moins. Et donc ça, c'était des données qui étaient dans GenBank. Quand j'ai pris l'ADN polymérase gamma humaine, c'est la polymérase qui existe dans la mitochondrie. Cette polymérase, des gens, Lee et Johnson, ont mesuré la probabilité, en fait, les taux d'insertion, par exemple, d'une adénosine, là où il devrait y avoir une thymidine. D'une thymidine, là où il devrait y avoir une thymidine, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ici, il s'agit de la réplication faite par cette polymérase, et ce sont l'affinité et le Vmax, donc la vitesse maximale de ces différentes réactions. Donc ici, c'est l'insertion normale, correcte, et puis ici, vous avez l'insertion incorrecte, d'un A à la place d'un T, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser ces chiffres-là, qui sont mesurés sur des événements de mutation, de mésinsertion ponctuelle, donc de SNP, et les utiliser pour essayer de prédire quel serait le taux de mutation systématique quand vous avez des échanges systématiques. Et donc on peut prendre ça, faire des sommes, des produits. Quand vous avez l'échange entre A et C, vous prenez celui-ci. Et puisque je vous ai dit que c'est aussi entre C et A, vous prenez celui-ci. Les chiffres que vous retrouvez dans cette ligne et dans cette ligne sont utilisés pour créer cet index ici. Et vous le faites correspondre au nombre de transcrits qui échangent A et C et détectés dans GenBank. Et vous allez trouver une corrélation qui indique que, en fait, le Vmax est plus important que l'affinité pour déterminer cette fréquence. Il y a une sorte de corrélation qui n'est pas parfaite, mais qui explique un quart de la variation de fréquence. Et donc, ce qu'on comprendrait d'après ça, c'est que la polymérisation échangiste est probablement un produit secondaire de la polymérisation normale. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. Et donc, pour vous le dire d'une certaine manière, les paramètres cinétiques qui sont ici pour les substitutions normales, connues, peuvent prédire les échanges nucléotidiques systématiques observés. Alors, si vous prenez maintenant les mêmes données qui sont ici, et ces données ont été publiées online, tout le monde peut les avoir, elles sont publiques, et je les ai analysées pour Mimivirus, et j'ai cherché les ARN échangistes pour les différents points où ce laboratoire a fait le transcriptome de Mimivirus. Et ce que j'ai trouvé en prenant tous les 23 échanges possibles, j'ai eu un nombre différent d'ARN échangistes qui est ici.
Par exemple, juste avant l'infection, vous avez une dizaine d'ARN échangistes. Juste au moment de l'infection, vous en avez un ou deux. Après, vous en avez de nouveau une dizaine, et ainsi de suite. Le nombre augmente en parallèle avec ce nombre-ci, qui est le nombre total d'ARN normaux de mimivirus qui avaient été mesurés, c'est-à-dire c'est les rougistes. Si vous faites ça en proportion par rapport au temps, vous avez ici toujours le temps, c'est la même axe qu'ici, sauf que moi j'ai mis des minutes, parce que c'est la manière correcte de mesurer le temps. Et donc vous avez une proportion qui est que juste avant l'infection, vous avez environ 3% des transcrits de mimivirus qui sont de type échangiste. Au moment de la... Ça, c'est ce qui se passe, ce point-ci, au moment de l'infection. Ça continue à baisser un peu après, et puis ça augmente. Quand vous faites l'extrapolation de ce axe, et que vous essayez de voir quand on arriverait à ce point-ci, vous arrivez à environ 1 mois. Donc ça voudrait dire que mimivirus aurait le nombre de transcrits échangistes qu'on prédirait suivant ces données-ci, après 1 mois après l'infection précédente. C'est-à-dire qu'il y a une infection précédente d'une amibe, on a extrait des mimivirus, ces mimivirus qui sont ici, on les a utilisés pour infecter la prochaine amibe. Et donc, en théorie, c'est ça ce que ça veut dire. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un nombre non nul, pas énorme, mais non nul, d'ARN échangistes, et ça suit une sorte de cinétique que nous ne comprenons pas et qui est sûrement liée à la biologie de l'organisme que nous observons. Maintenant, quand on fait ce même genre, pas sur ces données-ci, mais ce même genre d'analyse sur des données d'ADN, on va retrouver aussi des séquences d'ADN échangistes. De la même manière qu'il y a de l'ARN échangiste, il y a de l'ARN échangiste, il y a aussi de l'ADN échangiste. Maintenant, quand vous prenez les données de Trophérima pour lesquelles j'ai des données génomiques, des données transcriptomiques et des données protéomiques, si je cherche les ARN échangistes pour Trophérima d'après les 23 types d'échanges, je reçois un certain nombre d'ARN échangistes et je peux avoir leur longueur moyenne qui va, comme vous voyez, de 39 à 43 nucléotides. Maintenant, en faisant ce qu'on appelle du peptide matching par analyse de spectre de masse des données protéomiques extraites de Trophérima, ces spectres de masse observés sont comparés avec des spectres de masse prédits à partir du génome, quand le génome est traduit en supposant un de tous ces échanges. On trouve des nombres différents de peptides qui vont correspondre. Et le nombre pour chaque type d'échange varie entre 100 et 300 types de peptides. La longueur moyenne de ces peptides est environ corrélée avec la longueur des ARN. C'est-à-dire qu'il faut un ARN échangiste pour faire un peptide échangiste, c'est logique. Et vous voyez qu'il y a une correspondance entre les deux, une correspondance globale. Cette correspondance ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous prenez, revenons sur ce que je vous disais, Trophérima, le génome de Trophérima, je l'ai de façon, le génome tel qu'il est publié, j'en ai fait une version échangiste, dans ce cas-ci la version échangiste A vers C, C vers G et G vers A, c'est pour l'exemple. Ça c'est donc ce que vous voyez ici en continu, c'est le génome hypothétique post-échange. Ensuite, dans les restes de fragments d'ADN, quand on a fait le génome de Trophérima, il restait, comme je vous ai dit, une poubelle. Et dans cette poubelle, en fait, il y a des régions qui correspondent à la séquence échangiste. De la même manière, au niveau de l'ARN, il y a des régions qui correspondent au génome échangiste théorique. Donc, ça, la première ligne est théorique, la deuxième ligne, c'est une observation, et la troisième ligne aussi. Ce qu'on va trouver, c'est que très souvent,
beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait s'attendre au hasard. Les régions où nous avons trouvé de l'ADN échangiste, il y aura aussi de l'ARN échangiste. Il y a une correspondance entre les deux. Et donc, si vous prenez les différents types d'échanges, les 23 échanges, le pourcentage du génome recouvert par de l'ADN échangiste est d'environ 10 à 12%. C'est-à-dire que si vous avez 1 million de bases de nucléotides dans le génome de Trophérima, vous avez environ 100 000 sites recouverts par des fragments de ce type-là. Pour l'ARN, vous avez entre 1 et 3%, donc ces fragments-ci correspondent à 1 à 3%. Donc, quelle est la chance de trouver un morceau de ce type où il y a et de l'ARN et de l'ADN échangiste? C'est 3% fois 10%, ça veut dire 3 pour 1000. Pardon, 3 pour 10 000, excusez-moi. Et en fait, ce que vous trouvez, c'est entre 5 pour 1000 et 1,3%. Et donc, le ratio entre l'observation de régions où l'ADN et l'ARN correspondent, je veux dire de l'ADN et l'ARN échangistes correspondent, et ce qui était prédit, si tout se faisait au hasard, elle est toujours au-dessus de 1, c'est-à-dire que vous avez environ 2 fois plus de cas de ce type que ce que vous aurez prédit s'il n'y avait aucun lien. Et donc vous avez 2 mesures indépendantes, une d'ARN et une d'ADN, sur des souches dans ce cas-ci indépendantes. L'ADN était extrait d'une souche qui n'est pas celle de culture, mais extraite d'un patient. Et l'ARN, c'était pour la souche de Trophérima que nous avons dans le labo depuis, je crois, 20 ans en culture. Et pourtant, vous avez cette correspondance. Donc, il y a une grande stabilité du phénomène. Ensuite, quand vous faites exactement la même chose au niveau des peptides, je vous ai dit que j'ai réussi par spectre de masse, par matching de peptides, à avoir des peptides prédits selon les différents types d'échanges. Vous avez entre 70 et 300, presque 360 peptides qui sont détectés de cette façon-là. Et vous allez avoir parmi ces peptides, certains qui correspondent exactement à une région de ce type-là, où il y a de l'ARN échangiste. Et donc, ce que vous allez trouver, vous en avez dans ce cas-ci 9, ou 18 ou 12, sur tout ce nombre-ci. Vous refaites un calcul de ce type-ci, avec le ratio, qu'est-ce qui est prédit au hasard, et qu'est-ce que vous avez observé, le nombre de fois où le peptide correspond vraiment à un ARN observé, et vous allez avoir, dans ce cas-ci, pas entre 1 et 2 fois plus que ce qui était prédit, mais plutôt entre 2 et 3 fois plus que ce que vous aurez prédit au hasard. Et donc vous avez une relativement forte corrélation entre les peptides échangistes et les ARN échangistes, mais cette corrélation, elle est vraiment au niveau de l'alignement, pas au niveau des quantités globales que je vous ai montré ici, ce qui était déjà un bon indicateur, mais vraiment une forte indication que, bon, c'est ce qu'on s'attend. Pour avoir un peptide échangiste, on a besoin d'un ARN échangiste. Et dans certains cas, l'ARN échangiste est fait par une transcription normale d'un ADN échangiste, c'est ce qui donne ça. Et parfois, l'ARN échangiste proviendrait d'une transcription échangiste d'un ADN normal. Et donc, ça expliquerait que cette corrélation entre l'ADN et l'ARN échangiste est plus faible qu'entre les peptides et les ARN échangistes. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-ci. Comme vous voyez, cette expérience, même si ce sont toujours les mêmes données qui sont réanalysées, elles sont analysées 23 fois de façon indépendante et chaque fois, on reçoit le même principe qui revient. Les mêmes principes qui reviennent. Si vous faites, j'ai pris un de ces échanges, par exemple A vers C, C vers T et T vers A, et j'ai pris le génome de Trophérima. En bleu, ce sont les gènes normaux, pas d'échange. Et en gris, ici, vous avez, en gris foncé, vous avez tous les ADN échangistes que j'ai trouvés, qui font que 10% du génome, mais qui se retrouvent dans tout le génome. Ensuite, les ARN échangistes, le gris moins foncé, détectés. Et puis, vous avez les peptides échangistes qui
correspondent et qui se retrouvent plus ou moins partout. C'est intéressant de voir qu'il y a certaines régions où il y en a plus et puis d'autres régions où il n'y en a pas. Et donc la prochaine étape, ce sera d'essayer de voir si on a vraiment s'il s'agit toujours que de fragments isolés ou s'il s'agit de gènes qui sont codés de façon cryptique par ces méthodes d'échangisme. Donc en gros, ce que je peux vous dire, c'est que de l'ADN, de l'ARN échangiste, de tous les types 23 types d'échanges ont été détectés dans toutes les banques de données que j'ai analysées, qu'elles soient mitochondriales, bactériennes, d'archées ou de virus géants. De la même manière, des peptides échangistes, en suivant la même méthode, j'en ai trouvé de tous les types, des 23 types d'échanges, dans toutes les données que j'ai cherchées, mitochondriales, bactériennes et de virus géants. Pour les archées, il n'y a pas de protéome pour l'instant. Tu vois, c'est ma commande. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, on passe à la deuxième dimension codante de l'ADN qui n'avait pas été vue jusqu'à présent. C'est celle qui considère qu'il y aurait un autre code génétique et qui n'aurait pas de stop. Donc, comment on fait ça? Je vais vous donner. Donc, ici, vous avez le code génétique des mitochondries des vertébrés, qui a la particularité que ces deux codons-là, AGA et AGG, coderaient pour des stops, donc la termination de la traduction. Mais ce que peu de gens savent, mais qui est un phénomène bien connu, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes d'importation d'ARN de transfert cytosolique dans la mitochondrie, qui sont connus. D'ailleurs, c'est surtout des Français qui travaillent là-dessus. Et donc, quand l'ARN de transfert de l'arginine, qui correspondrait au codon AGR, donc à ces codons-là, sont importés, de facto, ce code n'est plus correct parce que ici, en fait, ça codera pour l'arginine, comme dans le code génétique cytosolique, donc du noyau nucléaire. Et à ce moment-là, si vous prenez un gène mitochondrial, j'ai pris d'une tortue, vous prenez ce gène, vous le traduisez de façon normale, voilà les acides aminés prédits, vous traduisez la phase décalée plus 1 et vous allez trouver des codons stop, et la phase décalée plus 2, vous allez trouver un codon stop qui est en fait AGG, et ce codon stop, en fait, il devrait coder pour une arginine dans ces conditions-là. Vous avez la même chose pour les deux phases, les trois phases pour le même gène, mais sur le brin négatif, l'antisens. Et ce que vous pouvez prendre, c'est ces 5 peptides que vous avez ici, et les blaster dans GenBank, excusez-moi, et voir s'il y a des peptides qui correspondent, des peptides normaux, codés de façon normale, mais qui coderaient, à part au niveau des stops, pour cette séquence. À part ça, il y a un autre phénomène, à part l'importation d'ARN de transfert cytosolique, c'est que dans la mitochondrie, dans le génome mitochondrial, vous avez des gènes pour des ARN de transfert, et au niveau de l'antisens, du brin négatif, vous pouvez prendre ce brin et voir qu'il forme lui aussi une figure en trèfle, et cette figure en trèfle aurait prédit un autre anticodon que l'anticodon ici. En fait, c'est, comme vous voyez, c'est l'antisens de l'anticodon normal. Et donc, en théorie, il y aurait 22 ARN de transfert de plus qui seraient antisens. Ça, c'est tout à fait théorique dans ce cas-ci. Mais si vous prenez deux espèces de singes relativement proches, vous avez les deux ARN de transfert normaux dont l'anticodon est pour la vanille, et l'antisens, dans un cas, c'est vraiment pour la tyrosine, qui est l'anticodon inverse de ce que vous avez ici. Mais dans ce cas-ci, il y a certaines mutations qui sont indiquées ici en encadré et qui changent la structure de l'anticodon et qui vont faire que ici vous aurez un anticodon qui correspond justement au codon stop AGA. Et donc ça c'est de la prédiction. C'est seulement de la prédiction bioinformatique. Si vous faites cette analyse pour tous les
génome de primates qui était à ma disposition il y a 3 ans, il y en a plus aujourd'hui, et que donc vous avez l'arbre phylogénétique de toutes ces espèces. Les régions en noir, les branches larges, sont celles où il y a un ARN de transfert du type que vous venez de voir, donc qui est prédit lire ce codon stop. Ça, vous voyez que souvent ce genre d'ARN de transfert apparaissent et disparaissent pendant la phylogénèse des primates. Donc en gros, on pourrait lire ces codons-là, et donc quand on fait un blast, une analyse d'alignement avec GenBank de ces peptides théoriques, on va trouver des régions qui s'alignent. Quand vous prenez ces régions et que vous les mettez sur le génome mitochondrial humain normal, vous allez avoir ces régions en orange, qui sont les régions pour lesquelles j'ai trouvé un alignement plus ou moins naissant, je dis bien plus ou moins. Et en particulier, dans ce gène, sur l'antisens, vous avez cette région-ci qui va être d'intérêt à vous. Et donc, les alignements que vous trouvez mettent plus ou moins systématiquement une arginine là où vous aviez un stop. Donc, l'hypothèse que ce stop-ci coderait pour une arginine semble vérifier au niveau des alignements bioinformatiques. Quand vous reprenez cette phylogénèse et que vous voyez les branches en gras, vous prédirez que vous aurez plus d'alignement pour ces branches-ci que pour ces branches-ci. Et c'est parce que les régions en orange devraient être plus fréquentes dans le cas où vous avez un ARN de transfert qui est capable de lire un stop, que dans les autres branches. Donc vous pouvez chaque fois comparer ce pool de branches par rapport à ce pool de branches, ce pool de branches par rapport à ce pool de branches, et ainsi de suite. Et ce que vous allez trouver, c'est que quand vous faites cette comparaison, vous trouvez que non seulement il y a plus d'alignement dans les branches où vous avez un ARN de transfert prédit qui lirait les stops, mais plus cet ARN de transfert semble ancien d'après cette phylogénèse, ici il serait plus ancien que dans ce cas-ci, et plus vous aurez de ces alignements. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous prenez des données, tout ça c'est du calcul, c'est de la bioinformatique, tout ça ce sont des données donc prédites, mais vous avez des données prédites de type totalement différent. Cet axe-ci est basé sur l'analyse des ARN de transfert et la phylogénèse, et celui-ci sur l'analyse d'alignement entre des peptides. Et le fait que ça corresponde, c'est ça en fait l'évidence pour l'hypothèse. Et vous allez retrouver ça non seulement dans les primates, mais pour des données de mitochondries de drosophiles et de mitochondries de tortues. Et à part ça, vous allez trouver dans des données publiques des ARN qui correspondent à certains de ces gènes prédits. Et il semble que dans ce cas-ci, dans cette expérience-ci, c'était en condition de peu de stress nutritionnel vers le bas, donc peu d'apport énergétique, et que en fait ces ARN anormaux ou inhabituels n'étaient pas là quand les chiens étaient trop bien nourris. Maintenant, à l'époque où j'ai publié ça, quelques semaines après, quelqu'un à Marseille, bizarrement à Marseille, qui est à Saint-Charles, m'a écrit et m'a dit, vous voyez, un de vos gènes, celui que je vous ai fait remarquer, le gène prédit ici, ces gens l'avaient trouvé par d'autres techniques, toujours bien informatiques. Ils ont fait des antigènes monoclonaux contre ce peptide hypothétique et qui est marqué en vert. Ici, vous avez un marqueur des mitochondries, donc vous avez un comarquage de ce peptide prédit pour la mitochondrie de façon spécifique, et donc vous le retrouvez dans les mitochondries. Donc ça, c'était à l'époque, il y a 3 ans, c'était toute l'évidence au niveau peptidique qui était connue.
Entre-temps, donc, quand j'ai fait il y a 2 ans mon séminaire ici, j'ai dit, voilà, on pourrait avoir dans les séquences décalées des gènes, des gènes qui seraient, d'autres gènes, donc cryptiques, qui seraient exprimés quand il y a des ARN de transfert qui correspondent à ça. On reçoit réellement des alignements de ce type. On trouve des régions, 19 régions dans la mitochondrie humaine, et on trouve aussi des ARN qui correspondraient à certains, en tous les cas, de ces gènes prédits. Et donc ici, je vous redis ce qui se passe. Ça réassignerait AGR pour l'arginine. On trouve une corrélation entre ces gènes entre les gènes prédits et les ARN de transfert prédits qui sauraient lire ces codons stop. Maintenant, quand vous faites une analyse du protéome de Trophérima, toujours, et que vous traduisez tous les peptides qui auraient, et ça j'ai fait une expérience, si vous voulez, qui est relativement propre, je n'ai pris que des peptides où il n'y a qu'un seul stop, et qui sont classés d'après les 3 stops qui existent dans Trophérima, UAA, UAG et UGA. Donc dans chacun de ces peptides, il n'y a qu'un seul stop, et qui peut correspondre à l'un de ces 3 stops. J'ai fait la prédiction du spectre de masse pour chacun de ces peptides, et il y en avait un certain nombre. Et j'ai vérifié si les spectres de masse observés, parmi le million qu'on ne savait pas à quoi ça correspondait, il y en a eu un certain nombre qui correspondaient. Donc, quand vous avez le génome normal, en bleu, vous avez les peptides détectés et qui se marquent plus ou moins partout. Comme je vous ai dit, il y a des trous dans certains cas, mais en gros, on en trouve un peu partout. Vous avez 105 peptides différents qui auraient un seul UAA et qui correspondent à 3800 PSM, donc mesures, si j'ai bien compris, indépendantes de peptides, mais c'est en 105 types différents. Vous en avez un peu moins pour UAG et un peu plus pour UGA. Donc voilà le phénomène. Ce que je peux vous dire pour l'instant, je ne sais pas à quoi tout ça sert, mais je peux vous dire que ces phénomènes existent. Si vous prenez la distribution de fréquence des acides aminés insérés, ainsi qu'ils sont détectés par analyse de spectre de masse, pour UAA, UAG et UGA, vous avez des fréquences différentes. Là, pour UAA et UAG, la distribution de fréquences entre les deux correspond à peu près, mais ces deux-là sont assez différents de UGA. Ces codons ont des propriétés différentes. Et surtout pour la proline, pour UAA et UAG, vous n'en avez presque pas. Par contre, vous en avez plein pour UGA. Donc, apparemment, UGA semblerait principalement recodé pour la proline, mais UAA et UAG pas, et eux, ce serait peut-être la glycine ou la méthionine. C'est à peu près ça ce que je peux vous dire. De nouveau, dans Trophérima, quand vous prenez les 40 ARN de transfert connus du génome de Trophérima, que vous prenez la région antisens de ces mêmes ARN de transfert, par exemple l'antisens de cet ARN de transfert pour la leucine, et bien la séquence antisens, elle forme aussi une figure en trèfle qui est ici, et donc l'anticodon prédit, qui est ici, correspondrait à un codon stop UAG, donc correspondrait à ça. On peut supposer que ça correspondrait non seulement à UAG, mais à UAA aussi. Et donc, quand vous prenez cette séquence-ci, et que vous faites sa similarité avec des ARN de transfert normaux, dont l'acide aminé correspondant est connu, vous allez avoir des scores de similarité qui varient d'un groupe d'ARN de transfert à un autre. Donc, notre ARN de transfert qui lirait les stops UAA et UAG, il est très semblable au niveau de sa séquence avec les ARN de transfert normaux de la phénylalanine, et par contre pas du tout avec ceux de l'isoleucine et de la leucine. Quand vous voyez, vous utilisez ces données-ci
pour calculer un biais de préférence d'insertion des différents acides aminés pour les codons stop de ce type. Vous avez un biais négatif, donc moins d'isoleucine et de leucine que prédit au hasard pour que prédit au hasard aux emplacements des stops. Et par contre, vous en avez beaucoup plus pour la phénylalanine. Quand vous prenez ce taxi qui est un axe théorique et ce taxi qui est observé, c'est un biais qui est observé, vous allez voir une correspondance relativement bonne qui vous dit qu'il semblerait que cet ARN de transfert que personne n'a jamais observé mais qui est prédit aurait une préférence d'être amino-acylé pour des acides aminés en fonction de sa similarité avec d'autres ARN de transfert. Il ressemble beaucoup avec l'ARN de transfert de la phénylalanine. Donc, la TARN synthétase, qui normalement amino-acyle la phénylalanine sur son ARN de transfert normal, va relativement souvent amino-acyler l'ARN de transfert anormal qui aurait un anticodon stop ici. Et ce que vous arrivez à... Et donc vous avez cette correspondance entre vos données observées et cette prédiction. Donc, dernier point, j'ai pris plus de temps que ce que je voulais, c'est l'idée des tétracodons. Et ce que je vais sauter ça. Ce que vous voyez, c'est que parfois, vous voyez que des ARN de transfert, à la place d'avoir 3 nucléotides dans cet emplacement qui forment l'anticodon, ils vont avoir 4 nucléotides. Ça, c'est un phénomène que vos professeurs ont oublié de vous enseigner, parce que dans les années 70, ça a été détecté dans Escherichia coli. Parfois, il y a des mutations d'un ARN de transfert, et où l'ARN de transfert, son anticodon, a 4 nucléotides et pas seulement 3. Et ça a été utilisé en biotechnologie depuis longtemps pour insérer des acides aminés qu'on appellerait non naturels. Donc ça a été utilisé pour différentes formes d'expérience. Donc c'est un phénomène qui est connu, qui semble être naturel, et que j'ai essayé de prédire en prenant des ARN de transfert normaux, prenant leur antisens, et relativement souvent, pas très fréquemment, mais quand même parfois, vous trouvez une prédiction de ce genre d'ARN de transfert avec des anticodons élargis. Quand vous prenez ces données le nombre d'ARN de transfert à anticodons élargis et le nombre de peptides prédits par alignement, mais qui seraient codés de façon tétracodonique, c'est-à-dire que vous avez les 3 premiers nucléotides qui codent de façon normale et le 4e qui serait silencieux, mais qui serait là. Donc vous lisez les 4, puis les 4 autres, de 5 à 8, puis de 9 à 12, et ainsi de suite. Vous trouvez des régions qui semblent, toujours dans les mitochondries, vous trouvez des régions qui sont prédites tétracodantes. Et vous voyez de nouveau une correspondance entre ces données d'ARN de transfert dont vous avez besoin pour lire, pour traduire ces régions, et le nombre que vous avez trouvé. Ça, c'est dans les mitochondries animales. Dans les mitochondries de drosophiles, vous retrouvez le même phénomène. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait que ce phénomène soit plus fréquent. Donc, il semble y avoir plus de tétracodons prédits dans les génomes qui ont un haut GC content, donc pour des organismes qui vivraient à des hautes températures. Et ça, j'ai pu le confirmer toujours au niveau des prédictions bioinformatiques, en comparant différents lézards vivant dans différentes températures, 25 degrés jusqu'à 40 degrés. Les espèces qui vivent à haute température ont plus de gènes prédits tétracodoniques que les espèces vivant à plus faible température. Quand vous prenez Trophérima, les données, je vous prends ici un cas assez complet, vous prenez l'échange de A vers C, de C vers T, de T vers A. C'est le génome de Trophérima normal, en bleu, ici, bleu ciel. Ici, vous avez les ADN échangistes qui correspondent à ce type d'échange pour le même génome, les ARN échangistes. Ici, en bleu foncé, bleu marine, vous avez les peptides normaux, donc codés par des codons normaux que vous détectez un peu partout. En rouge,
les peptides que vous détectez, mais qui seraient codés par des tétracodons. Et en vert, j'ai aussi fait cette analyse pour des pentacodons. Et donc, voilà le résultat que vous allez retrouver. En fait, pour les 23 échanges, le résultat va varier un peu, mais le principe va revenir. Et ce que vous allez avoir, c'est en fait le même genre de résultat que ce que vous avez ici. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs centaines de peptides, mais tétracodoniques ou pentacodoniques, et que le nombre de ces peptides qui correspondraient à une région où on a trouvé de l'ARN échangiste de ce type est plus fréquent que ce que vous attendrez au hasard. Et ça, c'est plutôt entre 3 et 4 fois plus fréquent, apparemment parce que les codons sont plus larges. Et donc, ce que je peux de nouveau vous dire, c'est que vous avez une correspondance entre les données transcriptomiques et les données protéomiques pour ce genre de données peptidiques, que ce soit pour des tricodons, des peptides normaux, des peptides codés par des codons élargis, et même très élargis de pentacodons. Je n'ai jamais essayé encore des hexapeptides, mais en théorie, ça pourrait exister. Quand vous faites la corrélation entre le nombre d'ARN échangistes détectés, ou plutôt leur longueur moyenne, et une mesure du nombre d'acides aminés et échangistes et tétracodés, vous avez une corrélation positive qui n'est pas très forte, mais qui existe. Mais en fait, ce qui est important, c'est en fait cette correspondance entre les ARN observés ici et les peptides observés. Donc toujours la méthode d'alignement. Et donc, pour en finir, quelles sont les prochaines phases du travail? Il faut des mécanismes de régulation pour la polymérisation échangiste, qu'elle soit de l'ADN ou de l'ARN. On ne sait pas pourquoi certaines régions sont ou répliquées ou transcrites de façon échangiste. Deuxièmement, quelle est la régulation qui fait que certaines régions vont être traduites d'après des tétras ou des pentacodons? Les phénomènes d'association avec la température suggèrent que c'est peut-être lié justement à des conditions environnementales. Est-ce qu'il s'agit seulement de fragments peptidiques ou est-ce qu'il s'agit de gènes entiers et donc de protéines entières? Ça, j'en sais rien. Il va falloir beaucoup travailler pour en arriver à ça. Et par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est que les génomes tels que nous les comprenons aujourd'hui ne sont qu'une représentation de la version la plus commune du génome. C'est-à-dire que la séquence que nous considérons comme le génome, c'est en fait la séquence la plus fréquemment détectée. Et les régions poubelles que nous trouvons, à part les parties qui sont vraiment des artefacts, ce sont d'autres versions qui ont au moins certains fragments, certaines régions, apparemment jusqu'à 10%, qui seraient échangistes. Et donc, en fait, vous avez beaucoup de bactéries qui ont le génome tel que nous l'avons décrit, et puis il y a un certain pourcentage, on ne sait pas quel pourcent évidemment, qui aurait certaines régions, ou beaucoup de régions, la question est là, qui seraient échangistes, d'après un des différents types d'échanges. Et ça peut être un phénomène qui crée de la diversité, et qui est en fait un pool de diversité qui est tout le temps là, parce que dans toutes les données que j'ai analysées, je retrouvais ça. Et donc, ça suggère qu'on doit réévaluer comment nous annotons les génomes. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Tiens, vous avez des questions? Moi, il y a un point, on va dire, c'est quand tu dis que tu as trouvé des informations peptidiques. Oui. Tu as trouvé une masse qui correspond avec tes peptides, mais j'ai dans l'absolu, une masse mesurée ne peut pas dire que tu as le bon peptide avec la bonne séquence. Exactement. Donc, et je pense qu'on va dire que l'histoire d'enlever le biais, dans ce que tu conseillerais, c'est de, on va dire, de changer d'organisme, donc les informations génétiques doivent faire le même travail, et de rematcher sur la banque avec des masses de peptides pour voir si tu retrouves aussi des peptides qui expliquent. Alors,
Moi, je vous ai montré pour Trophérima, mais en fait, j'ai fait à peu près la même analyse pour Megadero. Oui, mais c'est croisé, on va dire. Ce que je vous montre, c'est, on va dire, le fait de prendre les données de Trophérima pour... Oui, alors j'ai fait ça technique, et tu retrouves pareil... Oui, j'ai fait ça. Et donc, ça je l'ai fait. Je crois que je te l'avais même dit. Ce que j'ai fait dans les données de Trophérima de peptidique, donc peptidique, Trophérima pousse sur de l'albumine de bœuf. Donc, vous avez une protéine que vous savez que vous avez introduite dans le bouillon de culture. Et forcément, il y aura de l'albumine de bœuf dans les données peptidiques protéomiques. Ça, c'est sûr. C'est ce que vous appelleriez un contrôle positif. Et puis, vous pouvez prendre une séquence au hasard. J'ai pris une séquence au hasard, une grande séquence au hasard, et je l'ai traduite de nouveau. Je l'avais fait aussi en tétracodon, en tricodon, j'avais tout fait. Et j'ai vu, en faisant tourner mon programme qui cherchait ces données-là, donc les données en bleu ou en rouge ou en vert, selon le cas, j'ai vu combien de données peptidiques correspondent à l'albumine, combien correspondent aux données de la séquence au hasard, donc le contrôle négatif, et combien à ce truc-ci. C'est pas exactement ce que tu dis, mais c'est à peu près ça. Oui, puisque tu prends un génome, ce que tu fais, tu prends un génome, un autre génome qui n'est pas dedans, du génome humain, par exemple, j'avais pris un chromosome Y ou X de l'homme, je l'avais complètement traduit et je l'avais jeté dedans. Et j'ai vu ce que ça donnait. Alors j'ai reçu. Tu as trouvé des peptides J'ai trouvé des peptides, mais ce qui se passe, c'est que ces peptides représentaient 1/100, donc avaient une probabilité d'être retrouvés dans la masse des peptides du contrôle négatif, ils étaient 1%. Qu'est-ce que ça veut dire 1%? Le programme tel qu'il a été réglé donne un p-value de 1%. Donc évidemment, vous aurez de temps en temps comment on appelle ça, des positifs faux. Et le nombre de positifs faux que j'avais correspondait exactement au niveau donc expérimental, si vous voulez, à ce que le programme avait été réglé de faire. Donc il retrouvait 1/100 de faux positifs. Par contre, pour l'albumine de veau, il en trouvait 10 fois plus que 1%. 10 fois plus que ce qu'on aurait prédit au hasard. Donc ça, c'était le contrôle positif. On passait de 1% à 10 fois plus, donc c'est un facteur de 1000. Et pour ce qui était des données de Trophérima... Je ne comprends pas ton histoire de témoin positif avec l'albumine. Elle est liée, l'albumine. Ben oui, et alors? Donc si je trouve des peptides qui correspondent à l'albumine... Ben, ils sont là. Oui, ils sont là. Mais ils représentent, les peptides de l'albumine alors que les peptides prédits de l'albumine sont peut-être 500 à 1000 peptides. Or, j'ai donné plus d'1 million de peptides en tout. Donc, l'albumine représente une toute petite proportion des peptides que j'ai donnés. La probabilité de les retrouver au hasard est très faible, mais j'en ai retrouvé plein de l'albumine de veau. Donc, c'est ça le principe d'un contrôle positif. Par contre, le contrôle négatif, j'avais donné plus d'1 million de fragments qui étaient donc n'importe quoi, des contrôles négatifs, et j'en trouvais beaucoup, évidemment, mais en fait, ils étaient proportionnellement au nombre de peptides que j'avais donné, plus d'1 million, ils représentaient qu'1%, et ces pourcents, c'est vraiment le degré de... C'est pas ça que je dis, moi je ne comprends pas ton histoire d'albumine. À un moment donné, nous, pour identifier une protéine, il faut des peptides avec une certaine précision pour la masse, ça dépend de la machine, ça va être précis. Déjà, il y a là-dessus, donc déjà, avec le MAD10, ça entraîne des biais. Et deuxièmement, il faut un nombre, il faut plusieurs peptides de la même protéine pour confirmer que c'est une protéine, qu'elle est bien là. On va dire, il en faut 3, 4, 5, 6 des fois. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu crées de l'entropie en modifiant par-ci, par-là, tu augmentes, on va dire, la probabilité d'avoir quelque chose qui matche expérimentalement avec ta banque de données. C'est ce que je te dis, il faudrait partir avec une banque de données complètement différente et de voir... Ces analyses sont correctes. Alors premièrement, oui, on va trouver des régions où on a beaucoup de peptides de ce type.
C'est la réponse. J'ai pas de gène, donc je peux pas dire c'est une protéine ou pas, mais je vois que je trouve souvent des peptides qui sont très proches l'un de l'autre au niveau prédit du génome. Ça, c'est une première réponse. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? S'ils sont alliés, il faudrait que si c'est la même protéine pour dire qu'ils ont. C'est pas parce que je sais pas si c'est la même protéine. Je sais simplement que je trouve parfois des régions où il y a beaucoup de ces peptides. Donc, je pourrais supposer qu'ils font partie d'un gène, enfin d'une protéine. Mais j'en sais rien pour l'instant. Je suis complètement aveugle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le principe, si vous voulez, de biais statistique que vous avez pour... Attendez, je me suis trompé. Le principe de biais statistique que vous avez, il tient au niveau peptidique. Le fait que les peptides ici correspondent plus souvent qu'au hasard à des ARN qui correspondraient, c'est ça en fait le point. C'est-à-dire que ici, quel que soit le côté statistique que tu pourrais avoir un résultat ici, ce trait qui serait dû au hasard, ce trait correspond à une autre technique, le séquençage de l'ARN transcriptomique, qui a aussi été détecté pour cette région spécifiquement. Et le fait que ce résultat revienne là où j'ai trouvé un peptide prédit de façon échangiste, tétracodé ou pas tétracodé, tricodé, etc., qu'aux mêmes endroits j'ai trouvé un ARN échangiste. C'est ça, en fait, pour moi, le point le plus fort, parce que j'ai deux évidences de type différents, c'est deux expériences différentes, deux mesures complètement différentes, elles ont chacune leurs artefacts, ça je suis bien d'accord, mais elles convergent, et c'est ça en fait mon point. Ça converge, tu veux le faire converger. Non, ça ne converge pas parce que je veux les faire converger. Tu prends une archée, tu fais exactement le même travail. Après, je suis prêt à parier que tu auras exactement la même distribution de peptides, ce qui montrera que tu prends n'importe quel organisme et n'importe quelle loi, en bricolant et en cherchant des peptides qui correspondent, tu les retrouveras. Mais le fait... Mais non, on va dire, si tu fais avec n'importe quoi quand tu as le même résultat... Alors, je répète ce que je dis. Le fait que ici, j'ai trouvé un ARN échangiste et que pour la même région, j'ai trouvé un peptide échangiste et que si je calcule la probabilité que ces deux évidences indépendantes, elles correspondent à la même région du génome, j'arrive à un certain chiffre, une certaine probabilité. Et le nombre de peptides qui matchent sur des ARN est plus fréquent en fait que ce que j'aurais pu prédire au hasard. Donc c'est ça en fait. C'est une manière de... je ne peux pas vous dire autre chose. Si ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait répéter ce que j'ai dit? Bon, dans ce cas-là, je ne pourrais pas vous aider. Non mais, après, les différentes échanges là, dont tu parles, est-ce qu'ils sont vraiment, tu te mets dans les conditions où tu réalises tous les types d'échanges possibles, ou est-ce que tu les sélectionnes quand tu fais des échanges, des ADN et ARN échanges? Je prends tout ce génome et je lui fais en masse sur les 1 million de nucléotides l'échange en question. Donc tous les A sont changés par des C et tous les C par des A, par exemple. Et le même génome, après, je vais lui faire, je lui fais un autre type d'échange. Je lui en fais 23. Et chacun de ces 23, je fais les différentes prédictions au niveau de l'ARN, de l'ADN et des peptides. Et je les analyse séparément, et ce qui donne ce genre de données, pour chacune de ces lignes, en fait, il y a une analyse de ce type. Et il y a aussi un résultat de ce type-là. C'est-à-dire, c'est une autre manière de représenter le même résultat, en fait. Et ici, ce que vous avez, c'est chiffrer le fait que les peptides correspondent à des ARN. C'est en fait ça le point. Parce que vous ne pourrez, si mon hypothèse est correcte, vous n'auriez pas de peptides échangistes sans avoir l'ARN échangiste. Or, ces deux observations concordent plus que ce que vous auriez au hasard. Ce que je te dis, c'est que les peptides que tu mesures n'ont pas forcément un sens physique. C'est-à-dire que tu as une masse, ça ne correspond pas. Oui. Moi, je pourrais te faire, on va dire, aussi tout changer les lettres, on va dire, faire des anagrammes génétiques. Les peptides correspondraient. Ça, ils auraient la même masse.
Mais Et je ne vais pas faire une théorie sur le fait que j'ai un génome anagramme. premièrement, j'en ai trop pour que ce soit au hasard, considérant que le taux de faux positifs, que j'ai testé expérimentalement avec mes séquences que j'avais pris au hasard, qui n'avaient rien à voir avec les données que j'ai analysées, le taux de faux positifs est mis à 1%. Donc, si j'ai 200 peptides, sur les 200, il y en a 2 en moyenne qui sont des faux positifs. Voilà. Mais tu veux bien, on va dire, tu dis que tu as 2% de faux positifs sur un génome complet, ça correspond à quelque chose d'énorme, et on sait que ces petites Mais oui, mais tu as 200 résultats positifs, sur les 200, tu as 1% qui est prédit, qu'on peut supposer qu'il est faux. Donc sur les 204, il y en a 2 qui sont faux et 202 qui sont corrects. Voilà ce qu'on est en train de dire. Si, parce que c'est ça la définition, c'est comme ça que c'est fait. C'est ça la précision de l'outil que j'ai utilisé. Non, il faut plusieurs peptides, c'est comme ça. Mais là, il y a 200 peptides. Mais non, de la même protéine, on va dire, sinon... Mais on ne connaît pas les protéines. Mais justement, c'est bien ça, sinon pourquoi Oui, est-ce qu'on alors, aurait plusieurs peptides à chaque fois? C'est Non, bien. mais tu dis que quand même, de temps en temps, tu as des peptides qui sont proches l'un de l'autre. Et donc qui peuvent être éventuellement... Ça dépend, on va dire, il faudrait voir un proche, je ne sais pas, sur le génome, ça peut... Alors ça, j'ai vérifié. Ça, j'ai vérifié, j'ai pas fait des analyses systématiques de ça, mais j'ai vérifié, et ce que vous trouvez, c'est souvent des régions où vous avez 2 peptides à une distance au niveau, je veux dire, nucléotidique, à une distance de 30 ou 40 nucléotides l'un de l'autre. Donc vous avez un peptide, un trou, et un autre peptide à une très... Je ne sais pas comment, quand tu fais ces analyses au niveau des gènes, appelons-les normaux, quelle est la distance que tu considères pour que 2 peptides... C'est les sites de coupure, souvent on va dire de la digestion à la trypsine. Puisqu'on va dire, ça a été digéré, on va dire, le génome, enfin le protéome a été digéré avec la trypsine, donc on va dire, il y a une loi physique où on sait que ça coupe. On n'essaye pas toutes les combinaisons possibles, sinon on est, tu trouves tout et n'importe quoi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en est, tu devrais trouver dans ta séquence, on va dire, collée, à un moment donné, un cycle de coupure avec une arginine, ça va se terminer par une arginine. Si tu ne trouves pas l'arginine, comment tu m'expliques que ce peptide a été coupé? D'où il vient? Je la retrouve l'arginine, c'est comme ça qu'il a été fait. Je veux dire, chaque peptide devrait être borné par une arginine ou une lysine. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai pris ce génome, que j'ai fait... Les peptides que tu as sont toujours bornés Toujours bornés. avec l'arginine. Ou la lysine. C'est comme ça qu'ils sont définis, puisque j'ai pris ce génome, j'ai fait sa version échangiste, je l'ai traduite, et puis j'ai trypsinisé cet énorme peptide théorique, et donc j'ai eu environ 1 million de fragments qui sont toujours bornés par KRR. Change d'organisme fait le même travail, si tu prends, on va dire, une distribution comme ça, tu verras que dans le c'est tu vois qu'il n'y a rien qui... Mais quand j'ai pris le chromosome humain et que j'ai fait justement cette trypsination du chromosome humain et que j'ai analysé les mêmes données de trophérima en fonction de ça, comme j'ai dit, j'ai eu des faux positifs, mais le nombre de ces faux positifs, ce taux était de 1%. Alors que quand je faisais la même chose pour l'albumine, c'était en fait de 1000%. Donc en fait, il y en avait beaucoup plus que ce que c'était surreprésenté. Et les données de trophérima étaient dans l'ordre de 3 fois plus que ou 4 fois plus que ce que vous auriez au hasard. Donc ce que vous aviez, le contrôle négatif était très rare et correspondait au taux d'erreur du programme. Le contrôle positif, l'albumine, était extrêmement fréquent. Je trouvais énormément de fragments d'albumine. Et ce qui était normal, donc le contrôle négatif, je le retrouvais rarement. Le contrôle positif, je le retrouvais fréquemment. Et si vous voulez, l'expérience, trophérima sous forme échangiste, j'en retrouvais quelque part au milieu entre les deux. Donc c'est ça mon résultat. Et je vous ai retenu trop longtemps. Non, c'est ça. Pour aller utiliser cette conversation. Vous avez des questions complémentaires? Hervé, merci. De rien.